Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumaine, vice-président en communication de l'AQPF et bienvenue à Registre familier, le balado où l'AQPF délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, on aborde l'expérimentation d'outils d'enseignement variés autour de la production de récits oraux spontanés au primaire et au premier cycle du secondaire et plus largement à la didactique de l'oral avec Roxane Gagnon. Bonjour! Bonjour. Je suis vraiment contente de vous recevoir. De te recevoir. Il faut que je fasse attention. Oui. Ben, je suis très heureuse d'être ici, au Château Frontenac. Oui. Oui, parce qu'on tourne en ce moment à la veille du congrès que vous aurez déjà vécu quand vous écouterez cet épisode un peu plus tard. Là. Alors, professeur ordinaire à la Haute École pédagogique de Vaud. C'est ça, ordinaire, ça veut pas dire comme en québécois, là, je suis une professeure bien ordinaire. Non, ordinaire, c'est un titre qui veut dire genre, je sais pas moi, il dirait... Je pense que c'est professeur régulier oui, ici. Ça serait puis professeur régulier ici. C'est ça, je suis professeure régulière. Puis je suis responsable depuis 2 ans de l'unité d'enseignement et de recherche en didactique du français. J'ai pris des responsabilités administratives, attention. Oh oui, là, oui. c'est ça. Je vais recommencer à vous voyer que c'est du sérieux. Donc, tes champs d'intérêt portent sur la sociodidactique, la didactique de l'écriture, la didactique des savoirs professionnels, j'ai appris aussi la didactique de la grammaire qui est mon champ, oui. Ainsi que la didactique de l'oral qui semble être quand même un thème de prédilection qui te suit depuis la maîtrise. C'est ça. Moi, j'ai fait ma maîtrise avec Suzanne Chartrand. Oui, à l'Université Laval. Oui, j'aurais pu faire ça sur la grammaire. Ben, c'est vrai que je voulais faire ça au départ sur la grammaire. Puis, quand elle m'a demandé un petit peu c'était quoi mes intérêts, qu'est-ce que je faisais, tout ça, elle m'a dit « Ah, mais vous devriez faire quelque chose sur la didactique de l'oral. » Puis là, j'ai fait « Ah, ben OK. » Donc, je me suis lancée sur une mémoire de maîtrise qui portait sur... c'était sur l'enseignement avec les moyens d'enseignement. Je faisais une comparaison, justement, de moyens d'enseignement français-suisse puis français-québécois. OK. Ça a commencé comme ça. Ouais. Déjà dans les... ça tombe bien. C'est ça qui m'a amené après, parce que comme je me suis aperçue qu'en didactique de l'oral, en tout cas, j'aimais beaucoup la manière de penser l'enseignement en Suisse par les Genevois. Puis c'était justement un moyen qui avait une méthode qui était faite par Bernard Schneuvely puis Joachim Dolz. Fait que là, j'ai fait une demande de bourse pour aller à Genève travailler avec Dolz et Schneuvely. Fait que c'est comme ça. Fait que j'ai commencé ma thèse avec Joachim Dolz en 2005, je suis partie. OK. Ouais. Leur méthode, c'est un peu ça la structure de séquence didactique. Oui, c'est okay. Production initiale, oui. Avec des modules qui sont adaptés en fonction du plan d'études, du programme, puis des capacités qui sont repérées chez les élèves. Puis après ça, l'enseignant y adapte en fonction de ce que les élèves sont capables de faire pour travailler sur des choses qui pourraient être améliorées. Puis à la fin, il fait une évaluation certificative, significative. Oui, une évaluation sommative. C'est moi, j'ai les mots suisses, là, pardon. Une évaluation sommative à la fin. Oui. La structure classique de la séquence didactique genevoise. Oui, on l'a abordé brièvement parce qu'on a eu un épisode avec Geneviève Messier sur la démarche didactique. Ouais. Fait qu'on a aussi un peu abordé la séquence pour aller différencier certains concepts là, de planification. Oui, mais il y a plein de choses maintenant qui se font. Je sais que Christian Dumais fait beaucoup, lui, l'atelier formatif. Ça, il y avait aussi ce que faisait Lisanne Lafontaine. Oui. Mais un peu les précurseurs de ça, c'est quand même Dolz et Schneuvely. Puis après ça, les gens ils ont adapté, mais c'est sûr que c'est de l'ingénierie didactique. Par exemple, il y a Stéphane Colonisi, lui, en Belgique, il part aussi sur l'idée de chantier, fait qu'il fait faire beaucoup de production intermédiaire aussi. Mais de plus en plus, la tendance, là, c'est plus à réduire les séquences d'enseignement par faire des séquences plus courtes. Parce que le grand reproche qu'on faisait aux séquences d'enseignement genevois, c'est qu'elles étaient trop longues. Oui, ça devait s'étaler sur... Oui, puis les gens disaient, non, on n'a pas le temps, puis c'était assez... quand tu décidais de tout faire, ça devenait vraiment difficile, là. Donc, c'est pour ça qu'ils ont... maintenant, les gens, ils adaptent, puis ils sont en train aussi de revoir, ils actualisent aussi ces séquences-là. Ils les mettent à jour aussi, les séquences, sur un site. En tout cas, si jamais je te donnerai les sites. Je mettrai les liens quand on est sur le balado. Ils ont fait des adaptations aussi de séquences anciennes qui ont réactualisé, parce que des fois, c'était des vieilles affaires qui ont remis, là. Puis ils sont en train aussi de créer des nouveaux moyens d'enseignement en Suisse romande, des moyens obligatoires pour toute la Suisse romande, toute la partie francophone de la Suisse. Fait qu'ils sont aussi amenés à revoir aussi tout ce qui est concept de séquence d'enseignement.
OK, fait que c'est des pratiques qui sont rendues maintenant. C'est un peu comme plus les pratiques qui deviennent obligatoires et pas juste les contenus? Bien, c'est-à-dire ce qui est obligatoire en Suisse, puis ce qui est assez différent du Québec, c'est qu'il y a vraiment des moyens recommandés. Fait que les enseignants, ils vont employer les moyens, les manuels recommandés. Donc, comme quand tu as des moyens, des manuels que tous les enseignants vont utiliser, c'est sûr que ça amène quand même à structurer l'enseignement, puis à l'homogénéiser dans une certaine mesure aussi. Mais c'est des moyens qui sont faits par des enseignants toujours. Et moi, je travaille, par exemple, comme conseillère didactique pour aider les rédactrices de ces moyens-là. Mais c'est un super gros projet de 5-6 ans là, où ils font des... Fait que je pense que ça va être du matériel vraiment intéressant parce qu'ils travaillent fort dessus. Puis on est, je pense, une quinzaine de didacticiens à donner des conseils, à revoir ce qu'ils proposent. Donc, tu sais, comme c'est obligatoire, c'est recommandé pour tous les enseignants, pour toute la scolarité obligatoire, ben ils rigolent pas avec ça. Ils font des trucs qui tiennent la route. Non, mais j'ai juste ping-pong, là, mais oui. le va-et-vient entre les praticiennes sur le terrain, les didacticiens, ça peut quand même faire quelque chose de riche au final. Ah oui, oui. Puis c'est vraiment ça. Ils prennent toujours comme rédactrice le classique. Ben, les séquences quorum, c'était ça aussi, hein, à la base. Les séquences s'expriment en français de Dol Zichnevli. Okay. C'est un projet de recherche à la base qui était fait avec un groupe d'enseignants. Fait que c'est une recherche collaborative, ce projet-là. Puis des fois, on l'oublie, hein, mais c'est vraiment une recherche où ils ont testé sur le terrain les séquences. Les séquences qui étaient faites. Puis après ça, ils les ont publicisées. Mais ça coûtait très cher, puis c'est pour ça qu'après ça, en Suisse, ils ont laissé de côté ces séquences-là pour se tourner vers des moyens, des manuels français. Ça coûtait moins cher. Mais ils ont décidé de revenir à des moyens, justement, suisses. Et puis là, ils ont mis l'argent pour travailler de concert entre chercheurs, didacticiens, puis enseignants, pour créer des moyens pour le français. Ben écoute, on va suivre ces développements-là. Oui. Là, c'est mon petit côté chercheur qui fait « Ouh, intéressant! » Pour terminer la présentation, avant qu'on aborde un peu plus la didactique de l'oral, cette grande parenthèse, j'aime demander un objet de culture qui a marqué le parcours de mes invités. Donc, dans leur vie personnelle, professionnelle, assez largement, qu'est-ce qui t'a marqué? Ben moi, je suis une fille d'impro puis de théâtre. Moi, j'ai fait de l'impro beaucoup à la Lui. D'ailleurs, j'ai plein d'amis ici assez proches que j'ai connus grâce à la Ligue universitaire d'improvisation de l'Université Laval. Là. Donc, l'improvisation, si je peux appeler ça un objet culturel. Ben, je dirais oui, tu sais, au Québec, ça a quand même été fort là, avec comment on l'a structuré, réglementé. Oui, j'accepte comme objet de culture l'impro. L'impro, l'impro. Peut-être pas la claque, là. C'est pas la meilleure truc. Mais l'impro, puis le théâtre aussi, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de théâtre aussi, puis ça m'a amené d'ailleurs à la didactique de l'oral dans un sens aussi. Oui, parce que, tu sais, la première question après ça, je te demandais, c'est qu'est-ce qui t'avait amené à t'intéresser à la didactique de l'oral? Mais on le voit, des études en journalisme, l'improvisation, le théâtre, on est quand même beaucoup dans le médium. Oui. Ben moi, je suis assez, tu sais, je viens d'une famille où mon frère, ma soeur, elles sont super timides les deux. Puis moi, je suis la seule qui est pas timide, mais en fait, je suis une timide qui se cache derrière l'humour, on va dire. Mais c'est vrai que ma mère... quand j'étais à l'école primaire, je pense que j'avais été un peu traumatisée la première semaine. Fait qu'elle m'a fait prendre des cours de théâtre. J'étais à l'école primaire Saint-Exupéry. Puis il y avait un Français qui s'appelait M. Bonissi, qui donnait des cours de diction. Puis ma mère, elle m'avait fait suivre des cours de diction avec M. Bonissi. Puis après ça, tu sais, j'ai fait beaucoup d'impro. Puis ça m'a comme donné une arme. Tu sais, je me suis aperçue que c'est vraiment ça te donne des outils pour contrer. Tu sais, quand t'es trop timide, tu peux te cacher un petit peu. Tu sais, tu joues quelqu'un d'autre. Puis même en enseignement, je trouve ça vraiment pratique parce que la gestion de classe, moi je mesure 1,59 m, puis je suis pas super imposante. Donc, des fois, je faisais comme mon personnage, autorité. Donc, ça m'a beaucoup servi. Puis je me suis dit, tiens, si moi ça m'aide, ça peut aider aussi d'autres personnes. Là. C'est vrai que je trouve que l'impro aussi, il y a plein de... Je sais pas si tu connais Jean-Pierre Pelletier qui a fait une thèse là-dessus, mais... L'impro, c'est un sacré bon outil aussi dans l'enseignement. Là, ben oui, on dit toujours que c'est pas... Le sens de la répartie, là, en gestion de classe, c'est utile. Puis je me reconnais là-dedans. Mes cours de théâtre au secondaire, pas devenu acteur,
mais mon volume, mon débit, Oui, ma posture, comment circuler en classe, oui. Le charme. Ça paraît autant au secondaire que dans les conférences. Et là, j'ai une conférence demain. Ouais. Je trouve que ça m'a outillé à ce niveau-là. Ouais. Fait qu'il y a quand même des outils intéressants. Oui. On aborde la didactique de l'oral parce que tu proposes une journée. Oui. Une journée de formation. Oui. Histoire de me fatiguer encore plus. Mais en plus, je me lève à 4 heures du matin. Fait que ça va être le fun. Ça va être une grosse journée. Fait qu'on a dit, pourquoi pas s'en profiter pour aborder un peu la didactique de l'oral. Oui. Parce que, à mon avis, j'espère ne pas me faire lancer de roche, mais l'oral au Québec est quand même encore la compétence, des trois, la plus mal aimée. Elle est moins enseignée, plus évaluée. Sa pondération baisse jusqu'à 10% en 5e secondaire. J'ai même pas eu de cours de didactique de l'oral, mettons. Mes collègues maintenant, oui. J'étais un peu jaloux. Ils ont Christian Dumais à l'UQTR qui leur enseigne. Mais je me dis, est-ce qu'on a une situation similaire en Suisse sur comment on aborde l'oral comme compétence? Ouais. Ben, ça a changé. Moi, je dirais que j'ai été nommée prof en didactique de l'oral justement à la HEP. Puis c'était intéressant d'ailleurs qu'ils nomment une Québécoise pour... je faisais toujours la blague, ça prenait une Québécoise pour venir vous montrer comment parler français comme ça. Ah, c'est drôle. Mais c'est ça. Donc moi, je dirais en tout cas à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, on y accorde une place importante à l'oral, à la didactique de l'oral. Puis c'est vrai que dans les classes, ça reste quand même... C'est pas autant favorisé peut-être que l'écriture, que la lecture, mais il y a vraiment un effort. Depuis qu'il y a eu le plan d'études en 2010, ils ont vraiment mis toujours production de l'écrit, production de l'oral, compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral. Donc, puis il y a même, dans le cadre d'évaluation, il y a une obligation aussi de consacrer des évaluations pour l'oral. Donc, comme ils doivent l'évaluer formellement, légalement même, ils n'ont pas le choix de l'enseigner, dans un sens. Par contre, c'est vrai qu'au secondaire 1, parce qu'en Suisse, le secondaire 2, quand tu parles du 5e secondaire, la 5e secondaire... c'est 16-17 ans, mettons, les élèves. Je dirais que c'est élèves. vraiment différent en Suisse, le secondaire 2. Je pense pas que l'oral va être très présent, le secondaire 2, parce que ça dépend toujours de la filière au secondaire dont il est question. Là. Mais si on se concentre sur la première, deuxième, troisième secondaire, qui est... le secondaire obligatoire, ils accordent quand même une certaine place à l'oral, mais c'est vrai qu'au secondaire, on est encore dans des vieilles pratiques, là, genre d'oral préparé. C'est beaucoup un écrit oralisé. Le diaporama à l'avant, puis peut-être que je suis capable de réciter le texte que j'ai appris. C'est ça. De l'oral très préparé ou un écrit oralisé, là, c'est ça. Ouais. OK. Et... l'objectif, justement, de cette première partie d'entretien, c'est un peu plus d'aborder cette didactique de l'oral-là de façon plus générale. Et je pense que la première question qui peut être pertinente, c'est un peu de distinguer l'oral. Un peu, on a le même problème avec l'écrit, mais l'oral, on s'en sert autant pour communiquer, mais aussi comme objet d'enseignement, mais médium aussi pour répondre aux questions. Comment on peut les distinguer en classe? Puis comment ça peut teinter notre enseignement? Oui, moi, je suis pour... il y a la question toujours de quand on travaille avec des élèves du premier cycle, c'est difficile de distinguer les deux. Quel âge? Premier cycle, au primaire. Quand tu arrives avec des tout petits, des tout petits enfants qui mettons, je sais pas, de 4 à 8 ans, le premier cycle, là, on dirait, ou en Suisse, c'est vrai que tout ce qui est verbalisation, reformulation, on explique, on lève la main avant de parler, on vit ensemble. L'oral, il est à la fois vraiment médium et objet, mais on est vraiment dans c'est difficile de départager les deux choses à l'école, en tout cas avec les tout petits. Par contre, quand on arrive avec des élèves du deuxième cycle du primaire au Québec, en tout cas à partir de 8 ans, là, une fois qu'ils sont plus dans des matières scolaires bien établies. Disons, c'est dès le premier cycle, fait que dès la première année, 6-7 ans. C'est ça, en tout cas. Mettons, deuxième et troisième cycle du primaire, là, de 8 ans à 12 ans, on est peut-être mieux de parler en âge pour la suite. C'est ça. On va même parler de façon plus générale. Quand l'enfant il est comme habitué d'être à l'école, il a compris comment ça marchait, puis là, il fait du français, puis c'est écrit comme français, là, on est dans le français. Quand on a nos objectifs, c'est surtout c'est l'enseignant qui va toujours être... Son objectif, c'est quoi? Puis quand l'objectif, c'est vraiment de développer des capacités
orale, que ce soit à la fois en compréhension ou en production. Puis quand on est dans des objets du style des genres oraux ou des situations de communication qui sont vraiment un texte oral qui est à produire, là, on est dans un oral qui est objet. Mais l'oral outil ou moyen ou médium, ben c'est quand l'oral va te servir à réaliser d'autres apprentissages que ceux qui touchent l'expression orale ou la compréhension orale. Donc, comme objet, on pourrait par exemple, autant on a des genres textuels à l'écrit, la nouvelle, la recette, on en aurait aussi à l'oral, puis ça pourrait faire partie de l'objet à enseigner. C'est ça. Ben, tu sais, puis tu as des oraux. Une chose qui est très, très importante, c'est toujours de clarifier la situation de communication, puis de travailler une variété de situations de communication. T'sais. Parce que, justement, l'oral, il va être différent en fonction de la situation de communication. Tu vas voir peut-être, là, tu dis, on est dans un registre familier, parce que c'est un balado. Oui. Donc, le genre balado, si on en fait un genre textuel, là, je ne sais pas si on pourrait se lancer là-dedans. Il faut quand même avoir certains critères. Faire une séquence ou une démarche ou faire un balado. Faire un balado. Mais donc, si on dit que c'est un genre textuel à l'heure actuelle, on se dirait, tiens, c'est un genre où il y a des questions, il y a des réponses. Si on le travaille en classe, ben, on va dire c'est un genre où là, le registre va être un peu plus familier, bon, mais quand même pas relâché. Il y a un niveau de préparation qui est, toi, tu es peut-être plus préparé que moi. Oui. Mais il y a une spontanéité. Oui. Donc, c'est vrai qu'on va s'intéresser à regarder, tiens, à la fois la structure, les contenus qui peuvent être faits, la manière de s'exprimer, comment on va placer la voix, comment on peut... Bon, le corps ici, vu que c'est un balado, c'est peut-être moins important, là. On voit pas que je t'ai vaché. c'est ça. non, c'est ça. Donc, c'est vrai que pour l'oral, c'est une chose qui est bien importante quand on dit, tiens, je veux l'enseigner comme objet, c'est de regarder la situation de communication, le genre qu'on va vouloir enseigner, puis d'essayer de préciser les paramètres qui partent de cette situation de communication pour voir, tiens, est-ce qu'on est dans parce que dans des situations de communication orale, il peut y avoir aussi vraiment un oral qui est très formalisé, c'est comme la conférence que tu vas donner demain. Bon, tout dépendamment, là, mais ça dépend de ton style de conférencier, mais... Les gens qui m'ont vu, je suis quand même plus familier. Bon. Une conférence scientifique, j'arrive à être plus, plus sobre. Tu vas être plus près de tes notes, sûrement, ou tu vas peut-être, ta soutenance de thèse, as-tu soutenu ta thèse? Mon mémoire, non, puis OK. Non, mais oui, je vais faire attention au vocabulaire, il ne faut pas que j'utilise des synonymes. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais une soutenance de thèse aussi, tu sais, moi, je me rappelle, soutenance de thèse, j'avais bien appris, tu sais, mon texte, je le connaissais, que je sortais pas trop de... Oui, puis le temps, tu sais, c'était 30 minutes. C'est ça. Donc, la situation va venir effectivement toujours calibrer, modeler un peu l'oral aussi. OK. C'est important, justement, pour les élèves, de leur faire voir plusieurs situations de communication pour qu'ils puissent, par après, pouvoir s'adapter à plein de sortes de situations de communication. Puis être capable si je comprends aussi, de les décomposer, de voir les caractéristiques de ces situations-là pour les revoir. C'est ça, parce que mieux on connaît les règles, mieux on est capable de les contourner. Oui, c'est ça. Il faut connaître les règles et après ça, on peut courber un petit peu. Puis aussi se rendre, je sais pas, faire son miel, il dirait en Suisse, là... apporter son petit grain de sel aussi. Oui, se l'approprier puis l'adapter à sa couleur. À sa sauce. Un peu comme on finit par demander aux élèves de développer un style d'écriture qui leur est propre. Oui, exact. Mais il faut quand même bien comprendre c'est quoi d'abord la structure qu'on demande pour après ça dire « OK, là, je vois ce que tu essaies de faire. » Fait qu'on peut aussi le faire à l'oral. Exactement. Fait que là, pour organiser l'enseignement de l'oral, tu sais, je suis plus préparé, mais les questions défilent quasiment plus vite que j'ai le temps. Regardez, ça va bien. Fait que pour organiser notre enseignement de l'oral, on peut passer par des situations de communication, donc les genres qu'on veut, les découper. C'est ça. Est-ce qu'on a des outils présents pour être capable de faire ces tâches-là? Est-ce qu'il y a des jeux? Là, tranquillement, pas vite, je nous amène vers tes ateliers, mais pas encore. Tu as parlé des ateliers formatifs. Oui. Est-ce que ce sont ça peut ressembler à quoi les outils qu'on peut utiliser en classe pour travailler l'oral? OK, il y a beaucoup de choses. Vaste question. Vaste question. Comme en grammaire, parce que comme tu aimes la grammaire, je trouve la notion de corpus est importante. Alors, le corpus en grammaire, on va extraire d'un texte, on va extraire des phrases. Si tu veux travailler, par exemple, la phrase, je vais montrer ce que c'est qu'une phrase,
ben, je vais aller chercher des phrases que je vais extraire d'un texte ou que je vais créer comme ça de façon artificielle. On dit que c'est toujours mieux de partir d'un texte, bien sûr. On articule langue et texte. Mais parfois. En tout cas, donc tu crées un peu un corpus, c'est-à-dire un matériau sur lequel tu vas amener les élèves à faire des observations, à classer, à vouloir. Tu leur donnes à voir des choses, puis après tu vas les faire travailler là-dessus, puis peut-être tu vas leur demander de eux-mêmes produire quelque chose par après. Ben, je trouve que le corpus est important, parce que c'est important d'aller justement chercher des textes oraux qui existent dans la société pour montrer aux élèves, tiens, comment ça marche, par exemple, une entrevue. Comment ça marche un débat. Comment ça marche, je sais pas moi, un booktube, je sais pas si tu connais le booktube, ou un balado. Un booktube, oui, il y a des concours. Il y a des concours de booktubing. Oui, d'ailleurs, on montre les gagnants demain de l'édition 2021. Je suis tellement à propos. C'est excellent. Mais oui, ça devient évalué avec la pandémie, je pense, c'est devenu un type de travail quand même assez populaire pour aussi aborder la lecture. Ben, c'est très bien, non, puis c'est dynamique. En plus, les jeunes sont tellement plein de ressources maintenant pour créer des trucs comme ça. Donc, partir du corpus peut être utile pour après ça. C'est ça, montrer des exemples de textes oraux qui existent vraiment dans la société. Parce que souvent, on va enseigner, on enseigne des fois des trucs un petit peu trop artificiels. Puis les élèves, ils vont pas de lien avec ce qu'ils voient, par exemple, à la télé, ou ce qu'ils entendent à la radio, ou ce qu'ils voient sur Internet. Donc, c'est important d'aller essayer de trouver des exemples qu'on peut donner comme modèle pour que les élèves puissent se représenter, puis eux-mêmes, après, produire un peu le modèle en question. Ça, c'est une chose. Après ça, il y a plein d'autres outils. Il y a tout ce qui touche... on peut aussi se dire, tiens, on pourrait leur montrer comment ça marche, la langue parlée. Hein? Puis là, on pourrait se servir des outils du linguiste. Parce qu'on pourrait dire, tiens, on ne parle pas comme on écrit. Hein? Non. On ne parle pas comme des livres. Même si on dit, oui, non, il faut apprendre nos élèves à parler comme des livres, c'est impossible, parce qu'on ne parle pas comme des livres. C'est pour ça que c'est important, justement, de partir de véritables exemplaires de texte pour éviter de faire produire des trucs qui n'existent pas. Alors, avec des élèves un peu plus vieux, on peut peut-être leur montrer un petit peu comment, justement, par des transcriptions simples, on les amène peut-être pas à transcrire, mais on leur montre juste le fonctionnement de la langue parlée. Pour travailler la langue parlée et pas travailler juste l'écrit oralisé. Ça, c'est un autre outil. Après, il y a tous les outils de l'expression dramatique, hein, des outils de l'art dramatique, du théâtre. Il y a les outils qui existent en termes de... par exemple, la marionnette. La marionnette, c'est un bon outil parce qu'à la fois, ça permet à l'élève timide de se dire, tiens, c'est la marionnette, c'est pas moi. Mais, ça fait une distance. Mais tu sais, pour des élèves allophones qui n'ont pas le français comme langue première, tu peux répéter des situations du quotidien avec la marionnette. Je me brosse les dents, je me lave les cheveux, bon, des choses comme ça. Là. Mais il y a des tonnes d'outils, puis il y a tous les outils qui existent, par exemple, dans je vais parler didacticiens qui ont été créés par les didacticiens, donc ce qu'on disait tout à l'heure. Là, l'atelier formatif chez Christian Dumais, mais il y a les séquences, par exemple, à Genève, il y a plein de gens qui ont fait des séquences, hein, parce que les Genevois y ont amené, il y a les Valaisans aussi, ont fait beaucoup de choses. Nous, dans le canton de Vaud, on a fait des choses aussi, donc... c'est vrai que l'idée, justement, moi, de l'équipe avec laquelle je travaille, c'était un peu de mutualiser différentes initiatives, justement, pour créer des nouvelles séquences là, sur le récit plus spontané. L'impro est un autre outil aussi pour travailler l'oral. Il y en a plein. L'écrit est un outil pour travailler l'oral aussi. Il y a la lecture, il y a plein d'outils pour travailler l'oral. Puis des fois, moi, c'est rendu une bonne méthode pour me corriger. Là. Dire à voix haute ce que j'ai écrit, et c'est à ce moment-là à l'oreille que tu fais c'est pas fluide, la mélodie n'est pas nécessairement là. Ok, ma phrase n'est pas correcte, je vais revenir. Fait qu'il y a des. Il y a des ponts. L'oralisation, c'est ça. C'est vrai que la lecture à haute voix, on va lire à haute voix, puis c'est vraiment. C'est difficile de travailler, par exemple, la prononciation, le volume. De manière spontanée, tu sais. Mais là, quand les contenus sont stabilisés sur une page blanche, là, tu peux davantage te concentrer sur l'oralisation d'un texte. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon outil pour travailler
tout ce qui est paraverbal, puis tu sais, la voix. Là, Oui, la voix, l'intonation, l'articulation. Fait qu'on se concentre pas, on se concentre plus sur le contenu pour mettre l'accent sur comment le livrer. Exactement, c'est ça. Vaste chantier. Oui. Vaste chantier et, comme je l'ai dit, souvent comme sa pondération est moindre, puis qu'on a souvent la crainte des évaluations ministérielles, nous autres, en fin de cycle. Fait 4e, 6e année du primaire, puis 2e, 5e secondaire, qui sont beaucoup plus à l'écrit, lecture-écriture. Ouais. Là, à ce moment-là, travailler l'oral, faut comme qu'on aille chercher des... Je pense que dans le premier épisode, François Legault parlait de coup double ou coup triple, de dire, ben si j'enseigne telle notion, ça me permet aussi... Ouais, tu fais du 2 pour 1, du 3 pour 1. Oui, tu sais, de l'articulation entre compétences, là. Comment on peut y arriver à l'oral? Comment on peut profiter de l'oral pour l'articuler à l'écriture ou à la lecture? Avez-vous quelques exemples? Oui. Ben, tu peux travailler vraiment en articulation, tous ces éléments-là. Je pense que ça vaut vraiment la peine de faire ça, justement, pour travailler par projet. C'est quand tu travailles par projet, je sais pas moi, si tu dis, bon, l'idée, c'est de leur faire faire à la fin un documentaire... audiovisuel. Mettons, tu dis, OK, on va travailler sur le texte qui transmet des savoirs, le texte documentaire, mais à l'oral. On va leur faire faire un documentaire audiovisuel, avec un keynote, par exemple, ou je sais pas. Tu t'imagines, tu fais ça, ben, tu vas travailler sur de la documentation, du coup, tu vas les faire lire, puis tu peux leur faire travailler la compréhension de texte, tu peux leur faire travailler la prise de notes, puis on travaille la prise de notes, puis après ça, ben, ça va être de dire, tiens, comment est-ce que je peux passer d'une prise de notes, d'un canevas écrit, à produire, à jouer moi-même le rôle de journaliste qui va parler dans un documentaire audiovisuel. Tu sais. Donc, ça amène aussi un travail de, tiens, comment on passe d'un écrit à un écrit qui est fait pour être dit. Parce que c'est sûr qu'on reste dans l'écrit. Hein? Là, on est dans un oral, effectivement, qui est très proche de l'écrit. Donc là, on peut travailler comme ça. Mais tu sais, si tu penses à... Quand j'étais au Conservatoire d'art dramatique de Québec, j'ai pas fini, là, mais c'était une triste histoire, on n'en parlera pas, mais vu qu'on n'est pas loin. Mais on faisait beaucoup, avec la méthode repère, on faisait de l'impro, puis après ça, on écrivait, à partir de nos improvisations aussi. Puis ça, en secondaire 5, je pense que ça pourrait être fait, tu sais, pour faire écrire des scènes de théâtre aux élèves, ben, tu peux les faire improviser. Puis après, ensemble, en équipe, ils disent, tiens, qu'est-ce qu'on a aimé de notre impro? Puis on va la mettre sur écrit. Puis après, tu peux retourner improviser à partir de tes notes. Puis après, ben, ce jeu entre, justement, on passe de l'oral, on passe à l'écrit, ben, tu travailles la scène de théâtre, puis tu travailles en écho à ce que font les compagnies de théâtre, ben, certaines compagnies de théâtre. Donc, oui, ça fait quoi la création collective? C'est ça, exactement. C'est ça. C'est un processus comme ça d'aller-retour. Puis là, ben, tu mutualises quelque part un travail de l'oral puis de l'écrit, t'articules, puis c'est super. Puis tu peux peut-être faire un peu de grammaire à travers tout ça. La justification grammaticale est un genre à partir... Oral, oui. Suzanne, elle l'avait mis dans ses 50 genres. Oui, la justification grammaticale en est un, puis il passe à l'écrit en 3e secondaire. C'est ça. Mais là, tu es vraiment dans un oral. Là, c'est un bon exemple d'oral médium. Parce que j'utilise, mais là, on travaille quand même l'oral, hein? Oui. Mais j'utilise l'oral pour formuler, pour comprendre quelque part de la grammaire. Donc, on est un oral qui est au service de la compréhension du fonctionnement de la langue. Et c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien parce que ça permet effectivement de travailler sur justifier à l'oral. Et puis, tu travailles aussi sur des contenus. Donc, tu as deux choses. Donc, c'est intéressant. Oui, parce qu'il faut aussi que ta justification soit bien structurée, oui, t'arrives bien à rendre. Oui, tout à fait. C'est vrai que la justification peut devenir aussi objet, mais on est vraiment dans les deux facettes, là, objet et moyen. Donc, je veux traduire mes connaissances en grammaire ou ma compétence en grammaire, ou je veux travailler comment le rendu oral fonctionne, peu importe le contenu que je vais aborder. C'est ça, je mettrais fin comme à cette première partie-là qui conclut globalement ce qu'est un aperçu de la didactique de l'oral. Super. Et je vous invite à nous écouter pour le prochain épisode, qui est comme l'épisode 8.2, où on abordera plus spécifiquement un des ateliers que tu proposes pour les élèves du secondaire. OK, parfait. OK?
C'est ce qui conclut cet épisode de Registre Famille, le balado de l'AQPF avec Roxane Gagnon, professeure ordinaire à la Haute École pédagogique de Vaud. Et là, ce n'est pas ordinaire dans le sens québécois. Non. Merci de votre écoute et en attendant la suite de cet épisode un peu plus long, n'oubliez pas de visiter notre site web aqpf.qc.ca et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux.